va maintenant consacrer les 2 prochains segments de notre émission au commerce international. Qu'est-ce que les sociétés qui sont actives au niveau international doivent surveiller en 2016? Quels sont les développements susceptibles d'affecter leurs activités, leurs stratégies? C'est ce dont on va parler avec Bernard Colla, qui est avocat au cabinet Colla, Morera, Kazandzian et Zikowski. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir compte. Et à chaque fois qu'on commence une nouvelle année, il faut voir, se projeter 12 mois à l'avance et voir ce qui va se passer. Et cette année, à votre cabinet, on sait déjà que ce sera l'année du libre-échange. En fait, ça va être l'année pour le Canada de miser sur 2 priorités qui sont de finaliser l'accord avec les pays du Pacifique et l'accord avec l'Union européenne. L'accord pour le Pacifique, il y a un délai quand même, on a du temps devant soi, si je ne me trompe pas. En fait, aujourd'hui, c'est amusant que vous m'ayez invité, je vous en remercie. C'est le jour où l'accord transpacifique est signé entre les 12 pays d'Asie du Pacifique qui ont participé à la négociation. Et donc, la négociation, si on peut dire, vu que le texte est signé, est terminée. Il restera ensuite à consulter les Canadiens, comme le souhaite le gouvernement, pour déterminer si c'est bon ou si c'est pas bon pour le Canada. Et là, c'est la ratification qui est la dernière étape, c'est ça? Et donc là, les pays ont 2 ans pour, justement, d'après le texte, pour ratifier l'accord. Donc, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui va déterminer un peu la dynamique de cette année, c'est que pour entrer en vigueur, il faut absolument que que les États-Unis et le Japon aient ratifié l'entente. Sinon, l'entente n'entre pas en vigueur dans les 2 ans et il y a un mécanisme spécial par la suite pour voir si les gens sont intéressés. Donc, on va suivre avec beaucoup d'attention la réaction des États-Unis et du Japon pour adhérer, pour décider de mettre en œuvre cet accord-là. Bon, du côté du Japon, je ne sais pas quelle est la situation politique, s'il y a des élections qui s'en viennent, mais aux États-Unis, en tout cas, on le sait. Exact. Et là, le président Obama est en fin de mandat. Ouais. Il voudrait régler ça avant de partir, mais là, les délais électoraux pourraient peut-être changer des choses, non? C'est ça. C'est sûr qu'il va pousser énormément. Mais il ne contrôle pas il n'y a pas la majorité. Alors, il n'y a pas la majorité. Cependant, il y a l'appui de beaucoup de républicains. Mais le président des républicains a expliqué en décembre dernier qu'il ne voulait pas aller si rapidement. Parce que c'est aussi un jeu de coulisses. C'est-à-dire, si Obama réussit à faire ratifier cette entente-là, il pourra sortir comme le grand victorieux de 2016. Et s'il ne réussit pas, mais les républicains vont dire c'est nous qui allons être en mesure de le faire en 2017. Alors, on voit tout le jeu politique. Oui. Et le Canada, dans ça, on doit attendre que les Américains se décident, quoi? Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Le Canada est dans une situation particulière. C'est-à-dire que l'entente a été négociée par un gouvernement précédent, avec les compromis que le gouvernement précédent a accepté de faire. Puis là, maintenant, il y a un nouveau gouvernement. C'est sûr que pendant la campagne, l'opposition libérale disait qu'il y avait des choses à mieux négocier et à ne pas accepter de compromis dans le domaine gestion de l'offre ou dans d'autres domaines, ce que les conservateurs ont accepté de lâcher avec une certaine modération. Donc là, on a un nouveau gouvernement qui adopte l'approche d'ouverture, mais aussi en donnant un discours qui dit on est pour le libre-échange. Donc, c'est une espèce de double discours. Je suis ouvert à discuter, à avoir des commissions parlementaires, etc., et donc à écouter les Canadiens, et je suis aussi un fervent défenseur du libre-échange. Donc, historiquement, je n'ai jamais vu de gouvernement ne pas ratifier une entente de libre-échange qui avait été conclue. J'ai vu des choses s'éterniser lorsque l'autre partie ne ratifiait pas, mais j'ai jamais vu le gouvernement canadien. Alors, si on regarde ce qui est arrivé avec l'ALENA, parce que là aussi, normalement en 2017, ça devrait être l'année pour les Américains décident ou pas. Il devrait peut-être y avoir un nouveau président. Peut-être que ça va être Mme Clinton. Peut-être qu'elle va faire comme son mari avait fait à la conclusion de l'ALENA, où c'était la même situation. Ça avait été négocié par les républicains et c'était M. Clinton qui a été élu. Alors lui, pour sauver la face, parce qu'il s'était montré plus ou moins en faveur d'ALENA, il avait demandé des modifications, d'ajouter un chapitre sur l'environnement et sur le travail. Alors peut-être que Mme Clinton va vouloir faire de même, ou que ce soit M. Sanders, si jamais c'est les démocrates qui sont élus. Mais ça nous montre l'importance du jeu politique dans tout ça, parce que là, quand on est à l'étape de la ratification, évidemment, c'est les parlements qui vont faire ça avec ça. Et du côté de l'Union européenne, là aussi, il y a des choses en 2016 qu'il faudra surveiller. Oui. En fait, l'Union européenne, c'est quelque chose qui est pas évident. C'est parce qu'ils sont
c'est sûr qu'ils sont préoccupés par leur crise des réfugiés. Donc, ça occupe beaucoup d'attention et ça crée des tensions à l'intérieur de l'Union européenne. Mais si on regarde au niveau de l'accord de libre-échange, s'il n'y avait pas eu... L'Union européenne négocie en ce moment avec les Américains. Donc, cette négociation avec les Américains a amené les Européens à porter un regard sur ce que l'Union européenne faisait avec ses partenaires. Avant que l'Union européenne négocie avec les Américains, ou que ça se prenne un peu de vitesse, il avait conclu avec le Canada, puis tout le monde semblait être en faveur et ça ne semble pas créer de remous. Mais là, maintenant que les Américains sont autour de la table, là, il y a eu tout un grand débat sur l'accord en matière d'investissement, de protection des investissements. Monsieur Collin, on doit faire une courte pause. Vous restez avec nous, on va reprendre notre conversation dans un instant, mesdames et messieurs. Et on est de retour avec notre invité, Bernard Collat, qui est avocat au cabinet CMKZ, qui est spécialisé en droit du commerce international. On parlait de libre-échange, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à ce niveau-là. L'Europe, on parlait de l'Europe juste avant d'aller à la pause. Bon, les Européens sont en train de négocier avec les Américains. Nous, on est un peu en attente jusqu'à un certain point, mais vous dites que le fait qu'on ait un nouveau gouvernement, ça pourrait peut-être accélérer les choses. En fait, on a un nouveau gouvernement qui mène en ce moment une campagne de charme auprès des Européens pour dire « N'attendez pas la conclusion de votre entente avec les États-Unis. Mettons en œuvre notre accord et c'est vraiment à l'avantage du Canada si on réussit à faire ça. Comme ça, on va avoir pris de court un peu les Américains, nos concurrents entreprises américaines, pour pénétrer le marché européen. Cependant, les Européens disent oui, mais regardez notre opinion publique et certains ministres même des Finances de l'Allemagne sourcillent à regarder ces clauses qui permettent à des entreprises, des investisseurs à poursuivre des gouvernements pour réclamer des dommages. Quand, par exemple, en Allemagne, les Allemands ont voulu couper leur politique nucléaire et l'entreprise qui gérait les centrales nucléaires s'est mise à poursuivre pour des milliards de dollars le gouvernement allemand. Donc, alors les Canadiens se montrent ouverts à changer justement certaines dispositions en matière de règlement des différends pour accommoder les... Il faudra faire des concessions à ce chapitre-là peut-être. Oui, mais là, l'accord n'est pas encore signé. Donc là, on fait le toilettage juridique. Dans le cadre du toilettage juridique et des différentes traductions, on songe justement à être un peu accommodant et à gagner peut-être l'appui du Parlement européen qui va jouer un rôle important dans l'acceptation par l'Europe de cette entente-là. L'étape suivante. Parlons des sanctions économiques, notamment le dossier de l'Iran. Il y a d'autres pays, mais l'Iran, je pense, c'est peut-être le dossier qu'on voit le plus souvent dans l'actualité. On a parlé de Bombardier qui voulait vendre des avions à l'Iran. La commande a été donnée à un autre constructeur, mais c'est pas fini. Il y aura d'autres commandes. Ça, c'est un dossier très important de suivre. La levée des sanctions, comment la suite va se dérouler? La clé aussi, ça va être que notre gouvernement n'attende pas que tout le monde ait levé ses sanctions avant de lever ses propres sanctions. Il faut agir rapidement. Avec le gouvernement antérieur, des fois, on était plus sévère que ceux qui étaient sévères, que ce soit avec la Russie ou avec d'autres gouvernements. Donc, si notre gouvernement prend ça au sérieux, de toute façon, on sait que c'est inévitable, les sanctions vont tomber parce que l'Iran s'est conformé à la résolution du Conseil de sécurité qui devait ne pas utiliser son nucléaire à des fins militaires. Donc, alors, nous prévoyons qu'en 2016, les sanctions devraient tomber et le plus tôt le mieux pour nos entrepreneurs. Parce qu'il reste encore plein d'avions qui pourraient être commandés, ça pourrait oui, puis c'est toujours assez long. Bombardier. Oui. J'aimerais qu'on parle de l'Organisation mondiale du commerce, parce que là, il y a un questionnement qui se répète, qui perdure sur sa pertinence. Parce que si les pays font de plus en plus d'accords de libre-échange, là, on se demande à quoi sert l'Organisation mondiale du commerce, finalement. C'est une excellente question. Il y a 162 pays et on a constaté à la dernière rencontre des ministres, qui s'est réunie à Nairobi, que permettre à 162 pays de s'entendre n'est pas toujours facile. Ils sont quand même parvenus à s'entendre sur certains éléments, comme par exemple des décisions qui permettent aux pays en développement d'être rassurés sur le fait qu'on va éliminer les crédits à l'exportation de produits agricoles ou qu'on va permettre des stocks de sauvegarde en cas de pénurie. Pour éviter la volatilité des prix des aliments de base, des choses comme ça. Donc, pour faire attention à sa population, il y a aussi une décision qui devrait entrer en vigueur qui, elle, permet à des pays en développement d'importer des produits médicaux
qui ont été fabriqués pour éliminer des pandémies. Mais c'est quand même quelques mesures. C'est quelques mesures et il s'était engagé dans le cadre de l'OMC à une imposante négociation, le cycle de Doha. Et en décembre dernier, sans grand tambour, on a vidé le programme de travail pour négocier l'entente de Doha. Donc, c'est comme si cette grande négociation qui était attendue par les 162 pays avait pris fin. Donc là, évidemment, ça, c'est le volet négociation. Mais l'OMC demeure encore aujourd'hui très pertinent, notamment à cause de son mécanisme de règlement des différends. Les pays vont préférer, s'ils ont des disputes commerciales, s'adresser à l'OMC, qui est loin de chez eux, plutôt que de s'adresser, parce qu'ils pourraient aussi le faire dans le cadre d'accords de libre-échange conclus avec des amis. Oui, il y a des mécanismes de mécanismes. Et donc, plutôt que d'aller utiliser ces mécanismes-là, ils vont utiliser l'OMC. Mais là, regardez, qu'est-ce qui se passe? C'est que de plus en plus d'accords comme le TPT, il y a aussi un accord en négociation sur l'échange des services, le commerce des services, auquel participent 50 pays. Donc, c'est des accords imposants. Donc, il va y avoir tous ces mécanismes qui vont se développer. Et quand il va y avoir un pays qui ne respecte pas une des dispositions, là, il ne pourra plus aller voir l'OMC comme il le faisait avant, parce que ça va être une violation de ces nouvelles ententes. Donc, il va falloir que l'OMC puisse continuer à jouer son rôle, mais son rôle qui est très, très bénéfique pour l'économie internationale. C'est plus simple d'aller demander à un arbitre ou à des juges de régler un différend que de s'envoyer des... Oui, il est plus impartial, évidemment, qu'on pourrait le penser puis là, le jeu politique, évidemment, des accords. M. Collet, ça a été très intéressant de discuter avec vous. On va avoir une année 2016 quand même pas mal chargée. On vous réinvite dans quelques mois. Merci beaucoup. Au revoir.